Lors de la fête, ma femme a annoncé « Je pourrais bien partir ». Ce à quoi j'ai répondu « Alors, fais-le ». Son visage a soudainement changé. Le tintement des flûtes à champagne en cristal résonnait sur un fond de jazz courtois, un son qui, d'ordinaire, annonçait une célébration. Mais ce soir, cela ressemblait plutôt au conte à rebours d'une détonation. Au milieu de la salle de bal bondée, le rire d'une femme éclata, un peu trop perçant. Sa main posée de manière possessive, et pourtant menaçante, sur le bras de son mari. Alors qu'elle lançait un ultimatum public, déguisé en plaisanterie. Mais lorsqu'il ne broncha pas, et que le silence s'étira plus longtemps que le sourire sur son visage ne pouvait le supporter, le glamour de la soirée commença à se fissurer, révélant les vilains débris d'un mariage, dont la date d'expiration était dépassée depuis bien longtemps. Si vous vous sentez attiré par la dévastation silencieuse des relations qui s'effilochent à huis clos, restez avec moi, pendant que nous décortiquons les différentes strates de cette histoire. Le bruit ambiant, dans le temple de Dandour du Metropolitan Museum of Art, s'était mué en un bourdonnement sourd et luxueux. C'était le genre de bruit qui coûtait 5,000 $ le couvert. Le cliquetis de l'argenterie lourde contre la porcelaine fine, le bruissement des robes en soie. Et le murmure de conversation, qui signifiait bien moins que l'air qu'elles occupaient. Julian Thorne fit tournoyer le scotch dans son verre, observant le liquide ambré en napper les parois. Il avait 42 ans, et portait un smoking qui lui allait avec l'aisance d'une seconde peau. Pourtant, il se sentait à l'étroit. À ses côtés, sa femme, Helena, irradiait de cette énergie frénétique et électrique, qu'elle acquérait toujours après sa 3e coupe de champagne. Elle était belle, indéniablement, dans une robe d'eau nue de couleur émeraude, qui attirait les regards à travers toute la pièce. Mais Julian connaissait bien cette tension, là, au coin de sa bouche. Elle s'ennuyait, et, quand Helena s'ennuyait, elle devenait dangereuse. « Tu broies encore du noir, chérie, » dit Helena. La voix juste assez forte pour parvenir au couple qui se tenait face à eux, les Van der Waal. De généreux donateurs pour le cabinet de Julian. C'est terrible pour tes rides. Robert Van der Waal rit nerveusement. Les architectes sont de grands penseurs, Helena. Laissez ce pauvre homme tranquille. Oh, je le laisse tranquille bien assez souvent, rit Helena, en se rapprochant de Julian, ses doigts effleurant le revers de sa veste. C'était un geste possessif, mais ses ongles s'enfonçaient légèrement à travers la laine. Parfois, je crois qu'il préfère les plans d'architecture à moi. N'est-ce pas, Jules? Julian but une lente gorgée de son verre. Il ressentait l'épuisement jusqu'à la moelle, comme un lourd sédiment, accumulé au fil de 10 années de mariage. Je ne fais qu'écouter, Helena. Tu écoutes, mais tu n'entends pas, corrigea-t-elle, reportant son charme sur le reste du groupe. Le cercle s'était élargi. Quelques associés de la galerie, ainsi qu'un jeune artiste au regard affamé, nommé Lucas, les avaient rejoints. Helena s'épanouissait lorsqu'elle avait un public. Elle avait besoin de leur regard, pour se sentir exister. Honnêtement, parfois, je le regarde, et je me demande s'il remarquerait même ma disparition. L'atmosphère au sein du cercle changea. C'était une plaisanterie gênante, le genre qui exigeait une réplique affectueuse de la part du mari. Bien sûr que je le remarquerais. Je serais perdu sans toi. Voilà quel était le scénario. Julian ne lut pas sa réplique. Il se contenta de la regarder, les yeux sombres et indéchiffrables. Le sourire d'Helena vacilla pendant une fraction de seconde, piqué par ce silence. Elle avait besoin d'une réaction. Elle devait prouver qu'elle tenait toujours les rênes. Elle rejeta la tête en arrière, son rire cassant. Je suis sérieuse. La façon dont il m'ignore. Je lui ai dit en venant. Je pourrais très bien le quitter, là, tout de suite. Franchir cette porte. Et ne jamais revenir dans ce mausolée qui nous sert d'appartement. Elle regarda autour du cercle, les yeux brillants, attendant le choc, le réconfort, le drame. Ce serait un sacré rebondissement, n'est-ce pas, Robert, si je partais simplement? Le silence qui s'ensuivit fut pesant. Les invités souriaient d'un air inconfortable,
attendant que Julian désamorce la bombe. Julian posa son verre sur le plateau d'un serveur qui passait par là. Le cristal produisit un cliquetis net. Il se tourna, pour faire entièrement face à sa femme. Il n'avait pas l'air en colère. Il n'avait pas l'air blessé. Il ressemblait à un homme qui venait enfin de déposer un lourd fardeau, qu'il ne savait même pas porter. Il la regarda droit dans les yeux. Alors, fais-le. Les mots furent prononcés doucement, sans la moindre intonation. Mais ils tranchèrent les bavardages, comme un rasoir. Le sourire d'Helena se figea. Il ne s'effaça pas naturellement, il resta simplement collé là. Tel un masque grotesque d'allégresse, qui ne correspondait plus du tout à ses yeux. Ses pupilles se contractèrent. « Pardon ? Tu as dit que tu pourrais partir, dit Julian, d'une voix stable, porteuse d'un calme terrifiant. Il regarda sa montre, une Patek Philippe qu'elle lui avait offerte pour leurs 5 ans de mariage. Comme s'il vérifiait l'horaire d'un train. Si tu veux partir, Helena, alors fais-le. Vas-y. Il ne jouait pas. Ce fut l'horreur qui se dessina sur les visages des Van der Waal et du jeune artiste. Ce n'était pas un badinage. C'était une porte qui se refermait. Helena rit de nouveau, mais ce fut un son haletant, étranglé. Jules, ne sois pas lugubre. Je plaisante, c'est évident. Pas moi, dit Julian. Il plongea la main dans la veste de son smoking. En sortit la carte noire et élégante qui permettait d'accéder à leur pentouse. Et la posa doucement sur la table de cocktail, entre eux. Ça fait 3 ans que tu menaces de partir ? Helena. À chaque fois que tu n'obtiens pas ce que tu veux, à chaque fois que tu t'ennuies. À chaque fois que tu veux me voir saigner. Je suis fatigué de saigner. Il regarda la carte, puis leva les yeux vers elle. Alors, si tu dois partir, fais-le maintenant. Je ne t'en empêcherai pas. La musique sembla s'arrêter, bien que le quartet de jazz jouât toujours dans le coin. Le visage d'Helena se vida de ses couleurs. L'humiliation fut instantanée, et absolue. Elle avait essayé de brandir son absence comme une arme. Pour finalement découvrir que sa présence n'était plus désirée. Julian n'attendit pas de réplique. Il n'attendit pas les larmes qui, inévitablement, commençaient à embuer ses yeux. Ni la scène qu'elle allait sans doute provoquer, pour sauver sa fierté. Il fit simplement un signe de tête à Robert Van der Waal, tourna les talons. Et se dirigea vers la sortie. Il ne se retourna pas. Pour la première fois depuis des années, l'air de la pièce lui sembla respirable. Le trajet en ascenseur jusqu'aux pentouses était habituellement le moment où les excuses commençaient. Par le passé, les 30 secondes séparant le hall du 45e étage de leur immeuble de Tribeca étaient remplies des murmures rassurants de Julian, ou des doux soupirs de pardon d'Helena. Ce soir, le seul bruit était le bourdonnement mécanique de la cabine, et ce silence électrique, qui se tenait entre eux comme un 3e passager. Lorsque les portes s'ouvrirent directement sur le vestibule, Helena sortit la première. Ses talons frappant le sol en béton poli, avec une précision agressive. Elle jeta sa pochette sur la console en marbre. Celle-ci glissa sur la surface, et renversa un vase de lys blanc. L'eau se répandit, sombre et envahissante, mais aucun d'eux ne fit le moindre geste pour éponger. Helena se retourna brusquement, la poitrine haletante, attendant l'explosion. Elle avait besoin qu'il crie. S'il criait, elle pourrait pleurer. Si elle pleurait, il s'adoucirait, et le cycle recommencerait. « Tu m'as humilié » siffla-t-elle, la voix tremblante. Sous l'effet d'un mélange d'adrénaline et de vin. Devant les Van der Waal. Devant ce garçon, Lucas. As-tu la moindre idée de l'air que tu avais ? Julian passa devant elle, ignorant complètement le salon. Il accrocha sa veste de smoking dans le placard de l'entrée, alignant parfaitement le cintre avec les autres. J'avais l'air d'un mari qui écoute sa femme, dit-il. Sa voix était dépourvue de toute friction, lisse et glaciale. Tu avais l'air d'un sociopathe. Helena le suivit, la traîne de sa robe émeraude balayant le sol. Je faisais une blague, Julian. Une blague ? Et toi, tu m'as tendu la carte magnétique.
comme si j'étais un locataire en train de se faire expulser. Julien ne s'arrêta pas. Il marcha le long du grand couloir aux allures de galerie d'art, en direction de la chambre principale. Elena le suivait à la trace, son anxiété grimpant en flèche. C'était le moment où il était censé se retourner, lui attraper les épaules, et lui dire qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Il était censé être l'encre de sa tempête. Au lieu de cela, il entra dans leur chambre, et alluma les lumières encastrées. La pièce était austère, moderne, et ressembla soudain à une suite d'hôtels, plutôt qu'à un sanctuaire. « Je ne participerai pas à ça ce soir, » dit Julien. Il se dirigea vers le dressing. « Oh, alors tu fuis. » Elena s'appuya contre le cadre de la porte, croisant les bras, pour cacher le tremblement de ses mains. « Tu vas dormir dans la chambre d'amis. » Quelle originalité! Julien ressortit du dressing. Il ne tenait ni oreiller ni couverture pour lui-même. Il portait le sac de voyage d'Elena, un sac de sport en toile Louis Vuitton vintage, qu'elle utilisait pour de courts séjours dans les hantons. Elena fronça les sourcils, plissant le front. « Qu'est-ce que tu fais ?» Julien posa le sac au pied du lit. Il bougeait avec des gestes efficaces, économiques. Il ouvrit le tiroir de sa commode, en sortit une pile de caraco en soie, et les plaça soigneusement dans le sac. Vint ensuite sa trousse de toilette, prise sur le comptoir de la salle de bain. « Tu as dit que tu pourrais partir, » dit Julien, sans la regarder. Il prit un jean, et le plia. « Je t'aide. » L'air quitta les poumons d'Elena. « Julien, arrête. C'est ridicule. » « Vraiment ?» Il leva enfin les yeux. Son regard était fatigué, la peau autour de ses yeux, tirée. « Tu as encore menacé de partir. Je supprime simplement les obstacles. Tu n'as pas besoin de faire tes valises. Tu n'as pas à te soucier de la logistique. Tu peux juste t'en aller. » « Je ne veux pas partir, » hurla-t-elle, le son déchirant le calme de l'appartement. « Je veux que tu te battes pour moi. Je veux que tu tiennes assez à moi, pour te mettre en colère. » Julien ferma le sac d'un coup de fermeture éclair. Le bruit fut définitif, comme la fermeture d'une housse mortuaire. Il le posa sur le sol et se releva, la regardant avec une expression qui était pire que de la haine. C'était de la pitié. « C'est ça le problème, Elena, » dit-il doucement. « Je ne suis plus en colère. Je suis juste épuisé. » Il passa devant elle pour sortir de la chambre, laissant le sac trôner tout seul sur le tapis hors de prix. « Où vas-tu » murmura-t-elle, sa voix se faisant désormais toute petite. « Dans la chambre d'amis » répondit Julien depuis le couloir, sans ralentir le pas. « Tu peux prendre la chambre principale ce soir, mais prends le sac avec toi quand tu partiras. Demain matin. » Elena se retrouva seule au centre de la pièce, le silence de l'appartement s'engouffrant à nouveau pour l'écraser. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle n'avait pas seulement menacé son mariage. Elle l'avait tué, et elle était actuellement en train d'en fixer le cadavre. Le lendemain midi, Elena avait déjà rédigé le scénario de la toute dernière crise de sa vie. Elle était assise à une table d'anglo-coucou, la lumière de la mi-journée filtrant à travers les fins rideaux. Pour illuminer son maquillage parfaitement appliqué, un correcteur assez épais pour cacher l'insomnie, mais assez léger pour suggérer une courageuse fragilité. En face d'elle étaient assises Clara et Sophie. Deux femmes qui traitaient les commérages comme une monnaie d'échange. « Ce n'est qu'une phase, » dit Elena, tapotant le coin de son œil sec avec une serviette. Julien a été soumis à une pression immense. Avec le projet d'Hudson Yard. Je pense qu'il a juste craqué. La nuit dernière. C'était un appel à l'aide. Vraiment ? Clara hocha la tête avec compassion, bien que ses yeux fussent vifs de curiosité. Mais faire tes valises, Elena, cela semble tellement calculé. C'est sa façon de me repousser, avant que je ne puisse le blesser, mentit Elena, en prenant une gorgée d'eau pétillante. Elle s'était convaincue de ce récit aux alentours de 4 heures du matin. Julien ne la quittait pas. Il la testait. C'était un jeu sombre,
tordu et romantique. Il a besoin d'espace. Je vais lui donner quelques jours pour se calmer, séjourner à l'hôtel. Et le laisser réaliser à quel point cet appartement est vide, sans moi. Elle fit signe pour demander l'addition. Ayant besoin de cimenter son rôle d'épouse bienveillante et résignée. Qui gardait tout de même le contrôle. Lorsque le carnet en cuir arriva, elle ne regarda même pas le total. Elle y glissa sa carte noire American Express Centurion, la lourde carte en titane qui était une extension du compte principal de Julien. Et la tendit au serveur, avec un sourire las. À 5 kilomètres de là, vers le nord, dans les bureaux de verre et d'acier de Thorne & Associates. Julien était assis en face de son banquier personnel. Il n'y avait aucun drame dans la pièce, seulement le bruissement des papiers qu'on déplaçait. « Êtes-vous sûr de cela, monsieur Thorne ?» demanda le banquier, hésitant au-dessus de son clavier. Geler les actifs conjoints entraîne généralement des perturbations importantes. Madame Thorne est actuellement une utilisatrice autorisée. Sur toutes les lignes principales. Julien regarda par la fenêtre, observant la ligne d'horizon qu'il avait aidé à construire. Il ne ressentit pas le frisson vindicatif qu'il pensait éprouver. Il ressentit juste la froide nécessité de la chose. Elle a déclaré qu'elle voulait partir. David. Je m'assure simplement que nos finances reflètent notre séparation actuelle. Veuillez geler les comptes conjoints. Et retirer l'autorisation des cartes secondaires. Avec effet immédiat. C'est fait, dit le banquier, en appuyant sur la touche entrée. De retour au restaurant, le serveur revint. Il s'approcha de la table avec une lenteur qui retourna l'estomac d'Helena. Il ne tenait pas le carnet en cuir ouvert. Il le tenait fermé contre sa poitrine, se penchant discrètement. « Madame » murmura-t-il, la voix pleine d'excuses. « La carte a été refusée. » Helena rit, un petit son incrédule. « C'est impossible. » Réessayez. La puce est probablement défectueuse. Nous avons essayé 3 fois. Madame. Le terminal indique que la carte n'est pas autorisée. Avez-vous un autre moyen de paiement? Le silence à table fut assourdissant. Clara et Sophie échangèrent un regard, une micro-expression de pitié, mêlée de ravissement. La façade qu'Helena avait passé la dernière heure à construire, commençait à s'effondrer. Une femme dont le mari est simplement stressé, ne se fait pas couper ses cartes de crédit. En plein milieu du déjeuner. La main d'Helena tremblait, alors qu'elle fouillait dans son sac. À la recherche de sa carte de secours. Une carte Visa qu'elle gardait pour les urgences. Elle l'attendit, le visage en feu. « Je vais appeler la banque », marmonna-t-elle à l'attention de ses amis. Forçant un sourire qui lui donnait l'impression de craqueler sa peau. La protection contre les fraudes. Vous savez à quel point ils deviennent zélés. Quand on achète des articles très chers. Mais lorsqu'elle sortit son téléphone, et se connecta à l'application bancaire mobile. La vérité la dévisagea en lettres rouges. Accès refusé. Contactez le titulaire principal du compte. Ce n'était pas un bug. Ce n'était pas une erreur. C'était un message. Julien ne jouait pas à un jeu. Il n'attendait pas qu'elle rentre à la maison, pour le réconforter. Il était en train de l'effacer, systématiquement, de l'infrastructure de sa vie. Pour la première fois, la réalité de sa situation la frappa, non pas comme un désagrément social, mais comme une menace pour sa survie. Elle était assise devant un déjeuner à 3 cents $, portant une robe à 2,000 $. Avec un accès nul à la richesse qui soutenait tout cela. Elle leva les yeux vers Clara et Sophie, qui l'observaient avec l'immobilité prédatrice d'observateurs de la faune sauvage. « Tout va bien, Helena ?» demanda Sophie, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Helena fourra son téléphone dans son sac, l'écran devenant noir. « Très bien », mentit Helena, la voix cassante. « Tout va parfaitement bien. » Le loft était calme, mais il n'était pas paisible. C'était le silence lourd et pressurisé d'un sous-marin, descendu trop profondément sous l'eau. Il était 3 heures du matin. Julien était allongé, éveillé dans la chambre d'amis, les draps emmêlés autour de ses jambes.
L'obscurité de la pièce lui semblait familière. C'était cette même obscurité qu'il habitait depuis 3 ans. Depuis cet après-midi d'octobre qui avait scindé sa vie, en un avant et un après. Il attrapa son téléphone sur la table de nuit. La lueur artificielle de l'écran illumina son visage fatigué. Il n'ouvrit pas ses emails, ni les actualités. Il ouvrit un fil de discussion avec Nora, l'architecte paysagiste de son cabinet. Nora n'était pas belle, de la même manière qu'Elena l'était. Elle était calme, observatrice, et possédait une tranquillité dont Julien se surprenait à avoir besoin, comme d'oxygène. C'est le 14, tapa-t-il, son pouce planant au-dessus du bouton d'envoi, avant de le presser. La réponse revint presque instantanément, comme si elle aussi tenait une veillée. Je sais. J'ai pensé à toi. Lui as-tu dit? Julien regarda la porte qui le séparait du reste de l'appartement. Non. Elle ne parle pas des choses qui ne sont pas parfaites. Nous l'avons effacée. Tu te souviens? Il reposa le téléphone. Sa poitrine se resserrant, le souvenir le submergea, la chambre d'hôpital stérile. La voix grave du médecin, et le pivotement immédiat et terrifiant d'Elena. Vers la limitation des dégâts. Elle n'avait pas pleuré. Elle avait demandé quand elle pourrait retourner à la salle de sport. Elle avait traité la fausse couche, non pas comme un décès, mais comme une erreur biologique à corriger, et à oublier. Elle avait refusé de nommer l'enfant. Elle avait refusé de faire son deuil. Et dans son refus, elle avait laissé Julien en deuil, seul dans une maison pleine de monde. Dans le salon, Elena ne portait pas le deuil. Elle chassait. Elle était assise sur l'immense canapé italien. La lueur de l'iPad de la maison se reflétant dans ses yeux. Elle avait passé la dernière heure à essayer de contourner les questions de sécurité. Sur leur compte de courtage conjoint, sa frustration montant à chaque notification à accès refusé. Soudain, une notification sous forme de bannière glissa depuis le haut de l'écran de l'iPad. Message. Julien. Nora. Tu n'as pas apporté ça tout seul. Julien, je suis là. Le souffle d'Elena se bloqua. Son doigt plana au-dessus de la bannière. Elle ne devrait pas cliquer dessus. Mais l'humiliation de la carte de crédit lui brûlait encore la peau. Et ceci était la munition qu'elle attendait. Elle tapota la notification. L'interface e-message divisa l'écran. Il ne s'agissait pas d'un seul message. Il y en avait des mois entiers. Elle fit défiler l'écran vers le haut, son cœur martelant ses côtes. Elle cherchait des messages à caractère sexuel. Elle cherchait des numéros de chambre d'hôtel, des blagues obscènes. La preuve irréfutable d'une liaison physique, qui ferait d'elle la victime sympathique. Devant le tribunal de l'opinion publique lors du divorce. Mais elle ne trouva pas de message sexuel. Elle trouva quelque chose de bien plus dangereux. La maison semble vide, même quand elle est là, avait écrit Julien, il y a 2 semaines. Je regrette ce que nous étions, avait-il écrit le mois précédent. Tu es la seule qui écoute sans interrompre, avait-il écrit mardi dernier. Elena lut les messages, plissant les yeux. Elle ne vit pas le chagrin. Elle ne remarqua pas la mention de la date, le 14, ni n'en comprit la signification. Elle avait enfoui ce souvenir si profondément, sous des couches d'armure mondaine, qu'il ne s'enregistrait même plus. Ce qu'elle vit, c'était une autre femme en train de réconforter son mari. Elle vit une intimité émotionnelle qui lui avait été refusée, ou plutôt, qu'elle avait cessé de mériter. Nora, murmura-t-elle, en savourant le venin de ce nom. Elle connaissait Nora, cette femme discrète dans ses blazers structurés, qui regardait toujours Julien avec ses grands yeux empathiques. Elena prit une capture d'écran, puis une autre. Elle ressentit un élan de vindicte. Julien n'était pas le mari noble et épuisé, quittant un mariage toxique. C'était un infidèle. C'était un menteur. Le récit se transforma dans son esprit, s'enclenchant avec un déclic satisfaisant. Elle n'était plus la méchante de l'histoire. Elle se leva, serrant l'iPad contre sa poitrine. Elle descendit le couloir, en direction de la porte de la chambre d'amis. Elle ne frappa pas. Elle ne cria pas.
Elle resta simplement debout à l'extérieur, écoutant le silence de l'autre côté. Armée de la certitude qu'elle pouvait maintenant le détruire. À l'intérieur de la pièce, Julian fermait les yeux, s'assoupissant enfin. Ignorant que le fantôme qu'il pleurait, venait d'être transformé en arme contre lui. Le trajet jusqu'à Sagarbor prenait habituellement 3 heures. Mais Elena l'avait fait en 2 heures et demie, propulsée par une énergie maniaque. Qu'elle prenait à tort pour de la libération. La maison, une vaste structure moderniste recouverte de bardeaux de cèdre. Surplombant la baie de Péconique, était censé être leur sanctuaire. C'était l'endroit où ils allaient pour échapper à la représentation théâtrale de la ville. En amenant Lucas ici, elle savait qu'elle profanait un sol sacré. C'était justement le but. C'était la fin de l'après-midi. Lorsque les graviers de l'allée crissèrent sous les pneus du Range Rover de Julian. À l'intérieur du salon, Elena redressa sa posture. Elle était pieds nus, portant l'une des vieilles chemises en lin surdimensionné de Julian. Par-dessus un bikini, tenant un verre de Pinot Grigio. Lucas, le jeune artiste de la galerie, était assis inconfortablement sur le bord du canapé nuage blanc. Il semblait déplacé parmi le mobilier minimaliste. Comme un accessoire apporté sur le mauvais décor de théâtre. Il avait cru qu'il s'agissait d'une escapade romantique. Il réalisait lentement qu'il était un pion, dans une guerre qu'il ne comprenait pas. Il est là, dit Elena, sa voix tombant dans un murmure sensuel. Elle prit une gorgée de vin, le cœur battant à tout rompre. Elle avait suivi la voiture de Julian, via l'application de sécurité. Elle savait qu'il avait vu la notification indiquant que l'alarme était désarmée. Elle savait qu'il avait vu les images floues de la caméra de sécurité, montrant Lucas entrant avec elle. Elle s'attendait à ce qu'il entre en trombe. Elle s'attendait à des cris, peut-être même à une échauffourée. Elle voulait qu'il jette Lucas dehors. Elle voulait la violence de sa passion. La porte d'entrée s'ouvrit. Julian entra. Il portait toujours son pantalon de costume et une chemise blanche, manches retroussées, donnant l'impression qu'il venait tout droit d'une visite de chantier. Il ne claqua pas la porte. Il ne regarda pas la vue sur l'océan. Il entra dans le salon, et s'arrêta à 3 mètres d'eux. Elena se leva, relevant le menton avec défi. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » dit-elle, attendant l'accusation. « Comment as-tu pu l'amener ici ? C'est notre endroit. » Julian ne la regarda pas. Il ne regarda pas ses jambes, nues sous sa chemise. Il ne regarda même pas Lucas, qui s'était maintenant levé, l'air terrifié, marmonnant un faible. « Eh, mec, écoute. Je ne savais pas. » Julian glissa simplement la main dans son porte-documents en cuir. Et en sortit une épaisse enveloppe Kraft. Il la jeta sur la table basse. Elle atterrit avec un claquement lourd, glissant à côté de la bouteille de vin entamée. « Les huissiers coûtent cher si loin sur l'île, » dit Julian. Sa voix était monocorde. Empreinte du même ton administratif qu'il utilisait avec les entrepreneurs qui avaient du retard. Je me suis dit que j'allais économiser les frais. Elena cligna des yeux, son scénario se dissolvant. Qu'est-ce que c'est ? Une séparation légale, une motion d'urgence pour geler les actifs, afin d'éviter toute dissipation. Et un avis formel indiquant que tu es actuellement en train de violer une propriété détenue par le fonds fiduciaire de la famille Thorne. Et non par le patrimoine conjugal. Il regarda Lucas à ce moment-là, finalement, ce n'était pas un regard furieux. C'était un regard de légère contrariété, comme lorsqu'on découvre une tache sur un tapis. Le dernier train pour Penn Station part de Bridgehampton dans 40 minutes. Si tu pars maintenant, tu l'auras. Si tu restes, la sécurité t'escortera vers la sortie. Quand ils arriveront dans 20 minutes. Lucas attrapa immédiatement sa veste. J'y vais, Elena. J'y vais. Lucas, reste, ordonna Elena, sa voix montant jusqu'au hurlement. Tu n'as pas à l'écouter. Lucas ne se retourna même pas. Il avait déjà passé la porte vitrée coulissante, courant vers l'allée. Désespéré d'échapper au poids étouffant de l'air dans la pièce. Elena était seule, maintenant. Elle regarda Julian, la poitrine soulevée.
tu me mets à la porte? Après ce que tu as fait, après Nora. Julien marqua une pause. Une lueur traversa son visage. Pas de la culpabilité, mais de la déception. J'ai envoyé des textos à Nora au sujet du deuil. Elena. Au sujet de l'enfant que nous avons perdu. L'enfant dont tu as fait semblant de croire qu'il n'avait jamais existé. Juste pour pouvoir rentrer dans une taille 34, 2 semaines plus tard. Les mots la frappèrent, comme un coup physique. Elle recula d'un pas, serrant la chemise en lin plus fort contre elle. J'ai lu les messages, reprit Julien, sa voix baissant d'un ton. Perdant son tranchant professionnel pour devenir dangereusement calme. Je sais que tu en as fait des captures d'écran. Je sais que tu avais l'intention de les faire fuiter. C'est pour ça que je suis ici. Pas pour me battre pour toi. Mais pour m'assurer que tu comprennes bien une chose. Si tu essaies de transformer mon deuil en scandale de tabloïd, je ferai en sorte que tu sortes de ce mariage avec rien d'autre que les vêtements que tu portes. Il se retourna vers la porte. Tu as jusqu'à demain midi, pour quitter les lieux. Les serrures changent à 12h01. Julien, hurla-t-elle, le son brut et déchirant. Je t'aime. Je fais ça, parce que je t'aime. Il s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. Il ne se retourna pas, non, dit-il. Tu aimes le public, et le spectacle est terminé. Le cliquetis de la porte résonna alors qu'il la refermait derrière lui. Elena resta debout dans le silence de cette immense et magnifique maison. L'enveloppe sur la table la fixant du regard, telle une pierre tombale. La galerie, à Chelsea, était un cube blanc de lumière et de bruit. C'était la soirée d'ouverture de Moderne de Tashm, une exposition qu'Elena avait organisée. En guise de déclaration de retour. Elle se frayait un chemin à travers la foule, vêtue d'une robe noire austère. Un verre d'eau minérale à la main, souriant jusqu'à ce que ses joues lui fassent mal. Elle vendait une histoire, ce soir. Celle de la femme résiliente et indépendante, sortant d'un mariage étouffant. Elle l'avait murmuré aux critiques d'art, sous-entendu aux collectionneurs. Et diffusé dans sa posture. La pièce maîtresse est magnifique, Elena, déclara Marcus, un conservateur du Whitney. Il fit un geste vers le milieu de la pièce. Là, sur un piédestal blanc, se dressait The Iron Line, une immense sculpture en bronze torsadé. Réalisée par un célèbre moderniste du milieu du siècle. Elle était brute, brutale, et valait 4 millions de dollars. C'était le point d'ancrage de l'exposition, la raison pour laquelle la presse s'était déplacée. C'était aussi, techniquement, la propriété du fonds fiduciaire de la famille Thorne. En prêt permanent à la collection privée de Julien. Elena l'avait emprunté à leur appartement 3 mois auparavant. Supposant que Julien ne le remarquerait pas, ou s'en ficherait. Elle représente le poids du silence, expliqua Elena, récitant son communiqué de presse. Ces choses que nous portons, et qui nous empêchent de respirer. La foule murmura, avec appréciation. Elena ressentit une bouffée de triomphe. Elle n'avait pas besoin de Julien. Elle avait du goût. Elle avait de l'influence. Elle avait. Les lourdes portes en verre, à l'avant de la galerie, s'ouvrirent. Les bavardages dans la pièce ne cessèrent pas immédiatement, mais ils ondulèrent. Et s'estompèrent par vagues, en partant de l'entrée. Julien entra. Il n'était pas seul. Il était flanqué de 2 hommes en uniforme de travail gris, et d'une femme tenant un porte-bloc. Il ne portait pas de smoking, ce soir. Il était vêtu d'un costume anthracite sombre, ressemblant en tout point à un bourreau d'entreprise. Le cœur d'Elena s'arrêta. Elle s'excusa auprès de Marcus et se dirigea vers lui. Ses talons claquant rapidement sur le sol en béton. Elle devait l'intercepter. Elle devait étouffer l'affaire. Julien, dit-elle, la voix tendue, forçant un sourire pour les badauds. Je ne pensais pas que tu suivais l'art contemporain. Ce n'est pas le cas, répondit Julien. Il ne baissa pas la voix. Il ne la regarda ni avec colère, ni avec tristesse, ni même avec reconnaissance. Il regarda à travers elle, en direction de la sculpture. Je suis ici pour le bronze. Tu n'es pas sérieux, siffla Elena, se rapprochant.
envahissant son espace personnel pour garder leur conversation privée. C'est mon vernissage. Tu ne peux pas la prendre maintenant. Attends la fin de l'exposition. L'accord de prêt était avec le fonds fiduciaire Thorne, déclara Julien, d'une voix calme, qui portait clairement dans la pièce devenue silencieuse. Il a été annulé hier. Lorsque les papiers de séparation ont été déposés. Tu es en possession non autorisée d'actifs du fonds. Il fit un signe de tête à la femme au porte-bloc, qui fit signe aux deux hommes. Non. Elena attrapa le bras de Julien. Le contact fut électrique, mais froid. Julien? Je t'en prie. Tout le monde regarde. Ne me fais pas ça. Laisse-la rester juste pour ce soir. Julien baissa les yeux vers la main posée sur sa manche. Il la retira, doucement mais fermement. Tu voulais être indépendante, Elena, dit-il. L'indépendance, ça signifie utiliser tes propres ressources. Les déménageurs s'approchèrent du piédestal. La pièce était désormais d'un silence de mort. Le tintement des verres avait cessé. Les commérages avaient cessé. 300 membres de l'élite culturelle new-yorkaise assistaient au démantèlement physique de la façade d'Elena. Ils soulevèrent The Iron Nun avec une aisance expérimentée. Le bronze racla légèrement contre le piédestal, un grincement strident, qui fit tressaillir Elena. Alors qu'ils transportaient l'immense sculpture vers la sortie. Un espace vide et béant fut laissé au centre de la pièce. Le projecteur qui illuminait l'œuvre d'art ne brillait plus que sur le sol blanc et raflé. Et sur des grains de poussière dansant dans l'air. Elena se tenait seule dans la lumière de ce projecteur. Elle regarda autour de la pièce. Elle vit la pitié dans les yeux de Marcus. Elle vit la lueur de ravissement dans les yeux de ses rivales. Elle vit les téléphones sortir, enregistrant les conséquences. Julien ne resta pas pour se réjouir. Il se retourna, et suivit sa propriété vers la sortie. La galerie était toujours pleine, mais Elena sentit la température de la pièce chuter de 10 degrés. Le récit qu'elle avait tissé, celui de la femme puissante ayant dépassé son mari, avait été brisé. Tout le monde voyait la vérité. Elle était une locataire en train de se faire expulser. Elle se tourna vers Marcus, les lèvres tremblantes, essayant de trouver un mot, une blague. N'importe quoi pour combler le vide. Mais Marcus vérifiait déjà sa montre, son corps orienté vers la sortie. Une performance audacieuse, chuchota quelqu'un près du bar, suivi d'un rire cruel, et étouffé. Elena fixa le piédestal vide. Ce n'était pas seulement une œuvre d'art qui avait disparu. C'était son bouclier. L'hôtel Mercé n'était qu'à 10 pâtés de maison de la galerie. Mais la marche lui parut être un pèlerinage à travers une zone de guerre. Elena s'était enregistrée dans une suite qu'elle n'avait pas les moyens de se payer. En utilisant la dernière carte de crédit qui n'avait pas encore été refusée. Elle était assise sur le bord du lit, le plateau du service d'étage intact, fixant son téléphone. Elle appela Lucas. Il était son plan de secours. Le miroir flatteur qu'elle utilisait, pour se rassurer sur le fait qu'elle était encore jeune. Encore pleine de vitalité. Elena. Sa voix était forte, couverte par le bruit de fond qui filtrait. Des rires, des tintements de verre. Il était à l'after-party. Son after-party à elle. Celle à laquelle elle était trop humiliée pour assister. Lucas, je suis au Mercé, dit-elle, la voix pâteuse. Viens me voir. Je ne veux pas être seule. Il y eut un silence, lourd, et révélateur. Écoute, Elena. La soirée est devenue bizarre. Les gens parlent. Marcus a dit que le fonds retirait son financement. Pour quiconque serait associé aux actifs contestés. Et alors? Elena serra le téléphone plus fort. Nous n'avons pas besoin d'eux. Moi si, répondit Lucas, sa voix se dépouillant de son charme juvénile. Pour révéler la froide ambition qui se cachait en dessous. Je ne peux pas être vu avec toi, en ce moment. C'est mauvais pour mon image. Tu comprends. N'est-ce pas? La ligne fut coupée avant qu'elle ne puisse répondre. Elena baissa le téléphone. Le silence dans la chambre d'hôtel était absolu. Ce n'était pas le silence de la paix.
C'était le vide de l'espace. Elle avait perdu son mari. Elle avait perdu sa maison. Elle avait perdu sa carrière. Et maintenant, elle avait perdu l'illusion que quiconque l'aimait pour ce qu'elle était. Sa poitrine se serra. Cela commença par une douleur sourde, puis s'aiguisa en une constriction perçante. Comme si la sculpture The Iron Man était posée directement sur ses côtes. Elle essaya de prendre une inspiration, mais l'air ne voulait pas descendre. C'était la panique. Elle se leva, trébuchant vers la salle de bain. Sa vision se brouillait sur les bords. Ses doigts s'engourdissaient. Elle s'agrippa au lavabo en marbre, haletante, son reflet se moquant d'elle. Le mascara étalé, la peau pâle. Un fantôme, dans une robe de créateur. La pièce bascula. Le sol se précipita à sa rencontre. La dernière chose dont elle se souvint, fut le froid du carrelage contre sa joue. Et la pensée terrifiante qu'elle allait mourir dans une chambre d'hôtel. Et que personne ne le saurait avant l'heure du départ. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la lumière était différente, stérile, fluorescente. Le bip rythmique d'un moniteur était le seul son perceptible. Elle était dans un lit d'hôpital, une perfusion scotchée sur le dos de sa main. Sa gorge lui semblait être du papier de verre. Elle tourna lentement la tête. Julian était assis sur la chaise en plastique, dans le coin. Il lisait un magazine, sa veste drapée sur le dossier de la chaise, sa cravate desserrée. Il avait l'air fatigué, plus vieux qu'une semaine auparavant. « Tu es réveillé » dit-il, sans lever immédiatement les yeux de la page. Julian. Sa voix n'était qu'un croassement. « Tu es venu. » Il ferma le magazine, et le posa sur la table de chevet. Il ne se précipita pas à ses côtés. Il ne lui prit pas la main. Il resta sur la chaise, à une distance respectueuse. « L'hôtel a appelé une ambulance » expliqua-t-il doucement. « Tu m'as toujours indiqué comme contact d'urgence. Sur ta carte médicale. » L'hôpital refusait de divulguer des informations à qui que ce soit d'autre. Helena sentit des larmes lui piquer les yeux. Non pas les larmes manipulatrices de la fête, mais de vraies larmes chaudes, pleines de honte. « J'ai cru que je mourrais. » Une crise de panique, dit Julian. Une déshydratation sévère. Et de l'épuisement. Le médecin a dit que tu avais besoin de repos. De vrai repos, Helena. Pas d'un week-end au spa. Lucas n'est pas venu, murmura-t-elle, l'aveu ayant un goût de cendre. Je sais, répondit Julian. Il n'y avait aucune moquerie dans sa voix, seulement une triste résignation. Les gens comme Lucas ne restent que lorsque le soleil brille. Il pleut, en ce moment. Il se leva, et vérifia sa montre. J'ai pris les dispositions nécessaires pour que la facture soit envoyée à mon bureau. Et j'ai appelé ta sœur. Dans le Connecticut. Elle est en route pour venir te chercher. Elle pense que tu devrais rester avec elle quelque temps. Helena le regarda, la panique montant à nouveau. Tu pars ? Je le dois, dit Julian. Il la regarda, et pendant une seconde, le masque glissa. Elle vit le fantôme de l'homme qu'il avait autrefois aimé. Se tenant derrière le mur de tissu cicatriciel qu'elle avait créé. Je ne peux pas être celui qui répare tout ça, Helena. C'est moi que tu as brisé. Il marcha vers la porte, s'arrêtant brièvement. Prends soin de toi. Je le pense sincèrement. Puis, il disparut, la laissant en sécurité, en vie, et complètement seule. 6 mois plus tard, le loft de Tribeca résonnait. C'était une propriété acoustique spécifique, appartenant uniquement aux espaces vides. La façon dont un pas sur le parquet résonnait de manière nette, solitaire, et définitive. Julian se tenait au centre du salon. Les meubles avaient disparu. Le canapé italien, les bibliothèques soigneusement agencées. Le piédestal où The Iron Man s'était autrefois dressé. Tout cela avait été vendu aux enchères, ou déménagé. Les murs étaient peints d'un blanc neutre et frais, effaçant les marques d'éraflure de leur décennie de résidence. L'agent immobilier, une femme énergique nommée Sarah, patientait près de la porte, tapotant sur son téléphone. Les acheteurs sont ravis, dit-elle, comblant le silence.
C'est un jeune couple. L'argent de la tech. Ils adorent la lumière. La lumière est belle, convint Julien. Il posa le trousseau de clés sur l'îlot de la cuisine. Celles-ci produisirent un cliquetis métallique qui sembla trop fort. Il ne ressentit pas le pincement de nostalgie auquel il s'attendait. Il se sentit plus léger, comme si la gravité avait légèrement relâché son emprise sur lui. « Je suis prêt », dit-il. Il sortit de l'appartement, descendit le couloir, et entra dans l'ascenseur. Sans regarder en arrière. 20 minutes plus tard, il était assis à une petite table d'angle, dans un café de Hudson Street. C'était en novembre, et la ville était grise. Le vent dépouillant les ginkgos de leurs dernières feuilles. La clochette au-dessus de la porte tinta. Elena entra. Elle avait l'air différente. Le carré architectural sévère avait disparu, remplacé par une coupe plus douce, qui frôlait ses épaules. Elle ne portait plus l'armure d'une épouse de la haute société, pas de talons de 15 cm. Pas de bijoux voyants. Elle portait un trench coat camel, et des bottes plates. Elle avait l'air fatiguée, peut-être, mais elle avait aussi l'air humaine. Elle l'aperçut, hésita, puis s'approcha de la table. « Julien », dit-elle. « Elena. » Il lui indiqua la chaise en face de lui. « Un café ?»« Noir, s'il te plaît », commanda-t-il pour elle. Ils restèrent assis en silence un instant, la vapeur s'élevant de leur tasse entre eux. Il était étrange d'être assis en face d'une femme dont il connaissait la respiration par cœur, tout en ayant l'impression de rencontrer une lointaine cousine. « La conclusion de la vente est faite, » dit Julien, en faisant glisser une fine enveloppe à travers la table. « Les fonds ont été virés sur ton compte en fiducie. C'est terminé. » Elena posa la main sur l'enveloppe, mais ne l'ouvrit pas. « Le Connecticutais, calme, dit-elle, regardant par la fenêtre. Ma sœur a un jardin. Je l'ai aidé à s'en occuper. J'ai de la terre sous les ongles. Jules. Peux-tu l'imaginer ? Ça a l'air paisible, répondit-il honnêtement. Ça l'est. Elle posa de nouveau son regard sur lui. Ses yeux étaient clairs, la faim frénétique qu'il avait définie pendant des années. Étant enfin rassasié par la réalité de la perte. Je t'ai détesté pendant un moment, tu sais, pour la fête, pour la galerie. Je sais, dit Julien. Mais tu avais raison, poursuivit-elle, d'une voix douce. Je te quittais un peu plus chaque jour. Je n'avais simplement pas le courage de franchir la porte. Je voulais que tu me mettes dehors. Pour pouvoir jouer la victime. Julien prit une gorgée de son café. L'amertume le ramena à la réalité. Nous avons tous les deux joué notre rôle. Elena. J'ai décroché bien avant que tu ne commences à menacer de partir. Je t'ai laissé seule dans cette maison. Nous étions un beau désastre. Elle offrit un petit sourire triste. Nous étions juste un désastre, corrigea-t-il doucement. Mais nous ne le sommes plus. Ils finirent leur café dans un silence confortable. Le genre de silence qui n'apparaît que lorsqu'il n'y a plus rien pour quoi se battre. Et plus rien à perdre. Ils sortirent ensemble dans la rue. Le vent était glacial. Elena resserra son manteau contre elle. « Où vas-tu » demanda-t-elle. « Vers le nord » répondit Julien. « J'ai une visite de chantier, et ensuite. Je ne sais pas, juste à la maison. » « Au nouvel appartement. » « Oui. Un appartement plus petit, dans l'Upper West Side. Calme, rempli de livres. Et de plantes. Pas de chambre d'amis, pas d'espace de représentation. Eh bien. Elena lui tendit la main. C'était un geste formel, absurde après 10 ans de mariage. Pourtant, cela semblait être le seul geste approprié. Julien la prit. Sa main était froide. Il la serra brièvement, puis la lâcha. Au revoir, Elena. Au revoir, Julien. Elle se retourna, et marcha vers la station de métro, se fondant dans la foule des banlieusards. Julien la regarda un instant, attendant la douleur familière. L'envie de la rappeler, le réflexe de réparer les choses. Ça ne vint pas.
Il se tourna vers le sud, et commença à marcher. Le bruit de la ville s'éleva autour de lui. Les klaxons, les sirènes, le rythme de millions de personnes vivant leur vie. Pour la première fois depuis des années, il ne se contentait pas de fuir quelque chose. Il marchait vers autre chose.